Ta plus belle réussite en heure de vie de classe? Alors, je pense qu'il y a pas de grosse réussite en heure de vie de classe, mais c'est plutôt plein de petites, victoires, au quotidien. Par exemple, voir, cet élève qui arrive, enfin à prendre la parole, devant la classe ou alors, voir que la classe, s'adapte et comprend le fonctionnement, d'un élève en particulier. Sentir aussi que certains élèves, apprennent à nous faire confiance, ce genre de choses. Donc c'est plutôt plein de petites victoires, mais pas une belle réussite en heure de vie de classe. Ton plus gros loupé? Je pense qu'il y a quelques années, il y a une classe que je n'ai pas réussi à souder suffisamment. J'ai pas réussi à conserver une ambiance, sereine, et agréable toute l'année. Ça reste un petit regret. Mmh. L'outil indispensable que tu glisses dans ta trousse avant d'y aller? Alors j'ai un gros, gros classeur, qui regroupe toutes les infos que j'ai sur, chaque élève, qui va aussi, avoir, j'ai en stock, je vais avoir quelques documents, des outils, des petites activités à utiliser et ce classeur-là, je l'emmène vraiment à chaque vie de classe, pour avoir des choses sous la main. La dernière chose qui t'a fait sourire avec tes élèves? Je pense que c'est quand ils racontent, leurs petites histoires au quotidien, leurs petites aventures, les choses qui les font rire. Pour nous, ça a pas forcément d'importance, mais pour eux, c'est, des petites choses importantes à nous raconter. Ça fait Mmh. sourire. Ton super pouvoir d'enseignante? Je pense que c'est, que j'apprécie vraiment mes élèves, sincèrement. Je les considère en tant que personne et pas en tant qu'élève, et je pense que ça, ils le sentent. Un sujet à ne surtout pas aborder en vie de classe? Eh beh, il y en a aucun. Je vois aucun sujet qu'on ne devrait pas aborder. Mmh. La plus grosse erreur qu'un prof qui débute peut faire? En tant que prof principal, je pense que la plus grosse erreur serait de se comporter uniquement comme un prof. On sait qu'au quotidien, on a plusieurs casquettes, psychologue, parfois, mère, parfois grande sœur, infirmière et être uniquement un prof en vie de classe, je pense que c'est une erreur. OK. Et qu'est-ce qui te stresse le plus dans l'heure de vie de classe? C'est tous ces, entretiens individuels, je dirais, quand il faut les prendre, à part. Souvent, c'est pas forcément pour des choses, qui sont très agréables, notamment quand il s'agit de sujets d'orientation. On sait que ça va être des discussions un petit peu tendues et ça, c'est stressant. Un conseil qui te fait te sentir légitime sur le sujet de l'heure de vie de classe? Je pense qu'il faut, apprendre à se faire confiance, garder son côté humain, rester humain avec les élèves. On prépare l'heure de vie de classe ou on y va au feeling? Ben, un petit peu des 2, je dirais. Je crois que, il y a des séances qu'il faut préparer. Il faut venir avec un bagage, avec des outils, avec des connaissances. Mais il y a aussi, tous ces moments où c'est les élèves qui vont faire vivre la vie de classe justement. C'est eux qui vont apporter des sujets, c'est eux qui vont, lancer des discussions et donc je pense que c'est un juste milieu entre, notre préparation et puis, leurs apports à eux. Allez, et un dernier, ton message à un prof ou une prof qui ne se sent pas encore capable? Ah bah, il faut se rappeler qu'on a tous été élèves. On a tous été en vie de classe et il faut vraiment agir comme on aurait aimé qu'on agisse avec nous. Bien, qui n'a jamais démarré son heure de vie de classe en se demandant: «Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire?» ou pire, qui ne s'est pas retrouvé à gérer une énième dispute au lieu de faire l'activité prévue? Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question: comment donner de la cohérence à mes heures de vie de classe tout au long de l'année? On va vous donner, enfin surtout Déborah, on va vous donner des clés pour dépasser la simple liste d'activités et construire un véritable projet qui accompagne la classe dans son développement. On ne va pas se mentir, la vie de classe, ça peut être à la fois un formidable levier de cohésion et parfois un véritable casse-tête. Donc bienvenue Déborah pour parler de l'heure de vie de classe. Merci. Tu te souviens, toi, de ta première heure de vie de classe? Mais non, je crois que je m'en souviens pas. Ça fait quelques années que je suis professeure principale, donc ma toute première heure, je ne m'en souviens pas. Par contre, je me souviens de la première fois où je me suis retrouvée seule face à des élèves dont j'étais responsable. La première fois que j'ai été professeure principale, c'était une séance de rentrée, donc 3 heures, on est directement mis dans le bain et donc c'est le moment, forcément de donner des informations, mais c'est aussi le moment de créer des premiers liens, un petit peu de sonder l'ambiance de la classe, mais de les mettre en confiance, avec nous aussi et c'était vraiment intense. Mmh.
Intense. Tu gardes quoi d'ailleurs de ce moment-là? Il y a quelque chose qui te suit comme ça? Tu t'es dit que tu étais à ta place? Tu t'es dit que waouh, c'était difficile? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu gardes précieusement? Je crois que j'étais, vraiment très stressée à l'idée, d'entrer dans cette salle avec des élèves, qui, allaient, d'après moi, attendre beaucoup de choses, de mon rôle, de mon statut et dès que je me suis retrouvée face à la classe, tout le stress s'est évaporé et en fait, je me suis juste dit: «Je suis là pour être, avec eux, ils ont l'air, plutôt sympas donc on y va, tout va bien se passer». Mmh. Pour commencer, j'aimerais bien que tu arrives à nous donner un peu 2 images. L'image, de celle d'une classe, ou avec un projet d'année qui en heure de vie de classe et une classe qui n'en aurait pas. C'est quoi pour toi la différence et du coup la plus-value qu'on peut avoir à mener vraiment un projet construit et structuré tout au long de l'année en heure de vie de classe? Mmh. Alors déjà, je pense qu'il y a pas forcément, de bonne manière de faire, il y a pas, d'avantage à avoir un projet ou alors d'inconvénient à ne pas en avoir. C'est vraiment, à nous de sentir, la manière dont on veut gérer notre classe et donc il y a pas de culpabilité à avoir si jamais on mène pas de projet, dans l'année. Ce qu'on remarque quand même, c'est que quand on instaure un projet ou en tout cas une progression en vie de classe, on peut avoir plusieurs bénéfices. Déjà, ça permet de proposer et de mener des activités entre les classes d'un même niveau et ça, c'est plutôt chouette. Quand on s'entend bien avec les autres professeurs principaux, on peut vraiment créer des choses intéressantes. On a aussi, la possibilité de créer un projet, une progression sur un thème en particulier. Ça peut être, l'orientation, mais aussi, la culture, la tolérance. Il y a vraiment, plein de projets à mener et je pense aussi que, avoir une vie de classe avec un projet d'année, ça permet vraiment de souder, pardon, la classe sur un projet commun, de créer une espèce de cohésion qui va être importante. Du coup, on le comprend dans ta réponse, toi tu es plutôt de la team, tu mènes des projets, sur ton année? Un petit peu, oui. J'ai un projet, mais je me laisse aussi la possibilité, de faire autre chose et puis de prendre tous les imprévus, en compte. C'est quoi comme type de projet? Un intitulé, enfin, pour nous donner à voir ce que c'est, un projet. Alors nous, on a un projet sur, l'orientation en quatrième. OK. On a 30 minutes de vie de classe toutes les semaines, donc ça nous permet vraiment, d'avoir, une continuité. Si on retire toutes les séances qui sont vraiment, nécessaires, la préparation des conseils de classe, la préparation des réunions avec les parents, toutes ces choses-là, il nous reste un certain nombre d'heures qu'on peut consacrer à un projet et donc nous, durant notre année, avec tous les autres professeurs principaux de quatrième, on va vraiment travailler sur, l'élève et son orientation en 2 parties. Une partie d'abord sur, leur personnalité, comment est-ce qu'ils interagissent avec leur environnement, avec leurs pairs, quelles sont leurs qualités, dans quel, domaine ils se sentent à l'aise, dans quel domaine ils se sentent doués et une deuxième partie de l'année où on va vraiment travailler, l'orientation, pure et dure avec la découverte, de domaines de métiers aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on suit, toute l'année. Mmh. Et donc ça, c'est ta progression que tu viens de nous donner? Ou Oui, tu as une ouais, OK, d'accord. c'est ça. Et donc entre-temps, tu dis, il y a des heures vraiment dédiées à des choses, des commandes institutionnelles, enfin récurrentes, qui sont liées à la vie de l'établissement? Mmh mh. Donc, préparation, des conseils. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je suis issue de l'école primaire, alors faut que tu me racontes. Alors on a forcément, les conseils de classe, pour lesquels moi j'accorde vraiment un temps de préparation. Les élèves, complètent, un bilan, qui m'est adressé, sur lequel ils peuvent vraiment faire le point sur, leurs objectifs futurs, leurs réussites, mais aussi, un petit peu s'auto-évaluer sur, différents, OK. domaines, leur autonomie, leur capacité à travailler en groupe et on a aussi un bilan qui est anonyme, que les élèves complètent et qui est donné aux délégués. Et OK. celui-ci, c'est vraiment Mmh. pour, l'ambiance de classe. Les élèves, indiquent s'ils se sentent à l'aise, s'il y a des projets qu'ils aimeraient mener et ça, c'est vraiment les délégués qui s'en chargent, ensuite ils dépouillent, il faut remonter, ils trient et c'est plutôt intéressant. J'ai 2 questions du coup. Je vais commencer par la fin là, ce dernier, volet. Heu, le fait de répondre anonymement, toi, tu as réussi à identifier des problématiques que tu n'avais pas vues? Mmh.
Oui, vraiment. Bon, il y a toutes, les petites, histoires qu'ils peuvent avoir entre eux, voilà. Mais ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois d'avoir des élèves qui vont noter des vraies, problématiques de classe. Par OK. exemple, «Je me sens pas à l'aise pour participer» ou «J'ai l'impression, que quand je vais au tableau, la classe me juge» et donc ça, c'est des choses qu'il faut travailler et le fait que ce soit les délégués qui lisent ces réponses anonymes, ça les implique vraiment dans, dans le cheminement. Comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer cet élève? Qui peut se sentir mal et surtout, qu'est-ce que la classe peut mettre en place pour, progresser? Ah ouais, trop bien. Et ma deuxième question, elle était liée, au conseil de classe. Tu les prépares avec tes élèves, mais toi, est-ce que tu as le temps, et l'espace pour t'en servir lors du conseil de classe? Mmh. Complètement. Ouais. Avant le Mmh. conseil de classe, j'ai un temps avec mes délégués, durant lequel, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'eux ont remarqué? Et moi aussi, je leur fais remonter des choses. Par exemple, «Vous êtes plusieurs à avoir noté que vos heures d'études de permanence, vous vous sentez pas efficaces». Qu'est-ce qu'on OK. va pouvoir faire pour améliorer ça? Donc on a tout un échange, donc on est, 5 à chaque fois, 4 délégués et puis, moi et pendant le conseil de classe, je vais vraiment, utiliser ça pour en discuter avec mes collègues, et puis leurs fiches, je les ai en fait, on passe nos élèves individuellement, donc j'ai mes fiches à chaque fois et je peux leur faire remonter des informations. Par exemple, si les collègues sont inquiets sur, le temps de travail, effectué à la maison, je peux leur dire: «Cet élève a noté qu'il travaillait entre, 30 minutes et 1 heure, par exemple, tous les soirs». Mmh. Alors est-ce que c'est un OK. problème de méthode? Est-ce que, voilà. Mmh. Oui, ça permet d'étayer, finalement, heu comment dire? Des visions ou des jugements qu'on peut avoir Mmh. peut-être un peu trop rapides, non? Oui, complètement. En fait, on peut remarquer que, par exemple, un tel, le mardi soir, il fait du sport, jusqu'à tard. Donc, forcément, le mercredi, c'est compliqué d'avoir, toutes ses leçons à jour. Est-ce que, pour autant, on doit lui dire, d'arrêter son activité sportive? Bah, non. Mais, faut qu'on prenne ça en compte, faut qu'on essaye, au moins on le sait, quoi. Mmh. Tu fais un bilan en début d'année et en fin d'année. Mmh. Tu nous racontes, ce que ça contient et pourquoi tu t'appuies, sur ces 2 piliers finalement, en début et en fin d'année? Mmh, complètement. Mon bilan de début d'année, on le fait vraiment sur les premières heures de vie de classe, une fois que je leur ai donné, toutes les informations, emploi du temps, liste des profs, toutes ces choses-là. On passe vraiment à de la vie de classe et ils ont un document sous forme de livret à compléter individuellement et qui va comporter, 6 activités et ces 6 activités vont vraiment m'aider à les connaître, et à connaître, la manière dont eux s'identifient en tant qu'élèves. Comment est-ce qu'ils s'auto-évaluent et s'auto-jugent aussi? Donc on va avoir des choses, sur, il y a des petites fioles par exemple où ils peuvent, noter s'ils sont à l'aise, dans certaines matières. Il y a un plan de classe où ils peuvent, mettre une petite croix pour, noter leur place idéale dans la classe en justifiant. Donc là, c'est assez intéressant. On voit que, par exemple, un tel n'aime pas être devant parce que, il a l'impression qu'on le regarde quand il participe. Un tel, préférait, être de ce côté de la classe plutôt que d'un autre, puis il justifie. On a aussi, des cas pratiques, par exemple sur les devoirs, à la maison. J'ai tant de choses à faire, comment est-ce que je m'organise? Des petites cases à cocher sur leur mémorisation. Donc ça me permet vraiment d'avoir un premier bilan pour voir comment est-ce qu'ils se situent et en fait, on va le remplir pendant 2 vies de classe, donc 2 fois 30 minutes et moi je vais vraiment m'en servir pour, préparer ensuite mes prochaines vies de classe. Je vais pouvoir remarquer, par exemple, que certains ont beaucoup de mal avec la mémorisation. Bah, hop, on va préparer une petite séance de vie de classe, sur le thème de la mémorisation. Mmh. À l'autre bout, de la chaîne, il y a la fin de l'année. Mmh. Ça te sert à quoi et comment tu l'utilises? Alors je pense que le dernier bilan, il ne me sert pas à moi, il me sert vraiment à eux. Ah, Mmh. OK. Ils vont pouvoir, retracer, leur progression d'année et souvent je leur redonne, en fait, leur premier bilan pour qu'ils puissent, comparer, ceux, qu'ils étaient en début d'année avec ceux qui sont devenus en fin d'année et c'est intéressant. Ils peuvent, enfin, c'est surtout l'occasion, de noter des réussites, des fiertés, des choses comme ça, de se projeter sur, l'année qui vient. Voilà, donc c'est plutôt un bilan, positif, on va dire, une évaluation positive, de leur année. Comment s'en emparent, les élèves? C'est toujours intéressant parce que là, tu nous parles de ton côté, ce que tu mets à leur disposition, mais eux, ils le vivent comment? Ils s'en emparent comment? Et qu'est-ce que tu notes au bout de plusieurs années de ce que ça génère chez eux et de ce que ça sème chez eux? Mmh.
Alors il y a, 2 cas de figure. On a des élèves, quand je leur donne les bilans en début d'année qui vont me dire, «Oh encore un document à compléter, tous les ans on fait quelque chose dans ce style-là, bon voilà». Et il y a des élèves en fait qui sont vraiment, contents de me parler d'eux et de me raconter des choses sur eux, qui aiment bien m'expliquer, comment ils travaillent à la maison le soir, que tel soir ils peuvent pas, faire leurs devoirs parce qu'ils ont, basket, ils ont foot, des choses comme ça. Et donc ils sont contents en fait, qu'on s'intéresse à leur fonctionnement, hors de la classe. Ils le complètent tous. Personne, ne rechigne parce que ça reste une activité qui est, plutôt ludique. Et en fait, ils commencent à voir les bénéfices quand on propose des séances de vie de classe, qui est adaptée à eux ensuite. Où là, ils comprennent en fait que, ce bilan va, leur permettre d'avoir des outils. Mmh. Oui, ce que tu dis, c'est important, c'est que ça ne c'est pas juste, je dirais, un passage obligé de début d'année où tu donnes des informations. Dès qu'ils s'aperçoivent que ces informations-là, toi, tu t'en empares pour en faire quelque chose, j'imagine que c'est là qu'ils se sentent reconnus, valorisés et pour le coup, outillés puisque tu leur apportes des Mmh. réponses. Ouais, complètement, je Mmh. pense en tout cas. Mmh. OK. On parle d'outillage. Comment tu t'empares de tous ces sujets et pourquoi et comment tu outilles tes élèves? Mmh. Alors je pense que c'est un gros défaut, de prof, c'est que on pense que nos élèves savent déjà. Ils savent gérer leur stress, ils savent s'organiser, ils savent mémoriser. Sauf qu'en fait, personne n'a jamais pris le temps de leur apprendre. Enfin, en tout cas, souvent, on n'a jamais pris le temps de leur apprendre à le faire. Et pour nous, ça paraît évident puisqu'on est prof, mais pour eux, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et la vie de classe, pour moi, c'est vraiment le moment idéal pour leur fournir des outils qu'ils vont pouvoir utiliser non seulement dans ma matière, mais aussi dans toutes les autres matières et pendant toute leur scolarité. Donc je leur propose pas de solution miracle, je leur dis pas, «Ça, ça va fonctionner pour toi, applique-le et ce sera parfait». C'est plutôt, leur proposer d'abord un petit temps, théorique, par exemple la mémoire. Bah, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que mon cerveau retient, des choses? Alors je suis pas, du tout, scientifique et je maîtrise pas à 100, mais j'ai quand même quelques petites choses à leur dire. Et ensuite je vais leur proposer des outils qu'ils pourront tester soit en vie de classe lors d'ateliers, soit à la maison. Hem Des choses sur la mémorisation, je vais leur donner par exemple plusieurs astuces pour, mémoriser, une liste de mots, mémoriser un cours, un chapitre qui va être plus long et puis ils essayent. Peut-être que ça fonctionnera pas, mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils vont pouvoir, attraper, quelques petites astuces et puis peut-être que, ils vont oublier et puis revenir, plus tard, enfin, en fait, c'est vraiment chacun, prend ce qu'il veut. Mmh. Et tu les outils donc sur la mémorisation, sur quoi d'autre? L'organisation. Ah, alors, je veux bien que organiser, son emploi du temps, organiser, je dirais, les révisions, Les c'est tout ça? révisions, la gestion du matériel aussi. Même en quatrième, il y en a certains qui ont encore un petit peu de mal à préparer leur sac, à savoir, OK. quel, cahier emmener, pour leur matinée de cours. Donc, en début d'année, il y a des choses, là-dessus. Oui, c'est vraiment organiser leur travail à la maison. Ça peut aussi être sur, la concentration, pour les élèves, qui ont l'impression de ne pas pouvoir gérer leur bavardage en classe. En fait, il y a des Ouais, astuces qu'on peut leur donner. Gestion du stress aussi, on parle beaucoup de santé mentale. Alors je suis pas encore, ouais. tout à fait formée là-dessus, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut leur apporter, je pense. OK, d'accord. Super, trop bien. Qu'est-ce qu'en disent tes élèves? Je sais pas, pas Tu grand-chose. sais pas? Enfin, ils prennent, je D'accord. pense que c'est des séances qui Ouais, leur ouais, ouais. plaît parce qu'ils sont investis, ils participent, mais j'ai pas forcément de retour. C'est plutôt dans la OK. manière dont ils travaillent, je vais me rendre compte que, «Ah bah tiens, untel a essayé d'appliquer ce qu'on lui a appris, bah, ça a l'air de plutôt, fonctionner, bah, on va continuer, on va l'encourager». C'est plutôt, voilà, des choses comme ça. OK. Tu nous parlais tout à l'heure de ton projet autour de l'orientation. Je Mmh. veux bien qu'on creuse un peu, la manière que tu as d'accompagner tes élèves, sur, ce sujet de l'orientation qui est un sacré sujet, Mmh. notamment en lien avec, Parcoursup quand même qui met une sacrée pression, à nos élèves et ça, très tôt, j'ai envie de dire. Ah oui. Mmh. C'est vrai qu'au collège, on commence à leur parler d'orientation, dès la quatrième. C'est vraiment, très, tôt, mais on n'a pas forcément, le choix que de l'aborder, dès la quatrième, parce que, dès la troisième, dès décembre, janvier, en fait, ils vont déjà devoir faire des choix, de voie professionnelle ou alors générale, mais aussi des choix d'établissement, ou alors ils vont se demander s'ils vont faire une alternance, par exemple.
et donc dès la quatrième, il faut qu'on commence à leur parler d'orientation. D'autant plus qu'on a des élèves qui se réorientent dès la fin de l'année de quatrième. Ceux qui veulent partir, par exemple, dans des, MFR ou alors dans des voies professionnelles, donc on n'a pas vraiment le choix que de leur en parler, même si on a conscience que c'est vraiment quelque chose de stressant pour eux. Puis ils ont pas, en fait, tout notre jargon, ils ont pas notre vocabulaire, donc il faut vraiment les accompagner là-dessus. Nous, on les prépare à l'orientation, petit à petit, en travaillant d'abord, comme je le disais, sur, ce dont ils se sentent capables de faire, dans quel environnement ils sont à l'aise. Est-ce que, ils se sentent capables de travailler, avec un public ou alors ils préfèrent, travailler tout seuls? Enfin, c'est des petites questions, comme ça. On fait notamment un test de personnalité un petit peu pour qu'ils puissent se cerner, c'est un truc un peu rigolo, mais eux, ils apprennent quand même des choses, sur leur fonctionnement. Et puis après, petit à petit, on va commencer à parler, vraiment orientation, les domaines d'activité. Ils peuvent faire des stages. En quatrième, on a aussi, des temps forts dans l'année comme, les midis des métiers. Ce sont des professionnels qui viennent présenter leur métier au collège. On a aussi des visites d'entreprise, du secteur. Donc en fait, on essaye vraiment, de leur montrer ce que c'est que la vie professionnelle. Mmh. Tu es en milieu rural ou en milieu, urbain? Plutôt rural. Mmh. D'accord. C'est et s alors du coup, ça la question, m'intéresse, c'est, qu'est-ce que tu as l'impression, que ce projet apporte à tes élèves? Parce que c'est vrai que on peut se dire qu'en milieu rural, on est on est quand même plus défavorisé en termes d'ouverture culturelle, de diversité, des publics. Donc qu'est-ce que tu fais ça fait ressortir cet accompagnement à l'orientation? Je pense que, pour 80 des élèves, leur voie est déjà presque, actée, on va dire, ils savent qu'ils veulent partir en seconde générale ou alors, depuis tout petit, ils veulent, je sais pas, devenir boulanger, par exemple. Donc, c'est presque déjà, fixé pour eux. OK, pour Hem, 80 tu ah ouais, dis? je pense qu'il y a vraiment Ah ouais, beaucoup OK. d'élèves, après la voie générale, c'est un peu la sortie, on va dire la sortie facile pour eux. Je sais pas ce que je veux faire, donc je vais faire une seconde Ouais, générale et puis, on verra. Mais il y a beaucoup d'élèves qui arrivent déjà en sachant, qu'ils veulent, devenir, mécaniciens ou agriculteurs et même si, ça aboutira pas, au moins ils vont se lancer, dans ce début d'accord. d'études-là, dès la troisième ou dès la seconde. Donc je dirais que pour les autres, même si ils ne découvrent pas, le métier coup de cœur, qu'ils vont vouloir faire Ouais, plus tard, bah, ça attise un petit peu leur curiosité. On visite des entreprises, qui correspondent parfois pas du tout à ce qu'ils veulent faire, mais ils vont discuter avec des professionnels. Ils vont découvrir, ce que c'est, que de travailler en équipe, de gérer, des matériaux, de gérer, la compta, des choses comme ça et donc rien que ça, je trouve que ça attise au moins un petit peu leur curiosité et ça leur montre ce qu'il va y avoir après. mmh, Mmh. OK. Très bien. On voit bien, hein, il y a un projet, un fil conducteur comme ça sur l'année. Je dirais des obligations liées à la vie, de l'établissement, conseil de classe, heu, j'ai perdu, d'autres sujets. Hem, mais mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et il y a des incidents, des moments de crise. Comment toi tu t'en saisis, pardon, et avec quel outil? Bah, je dirais comme je peux. Ouais, OK. C'est un petit peu, de l'improvisation à chaque fois. Comme je disais, quand on vient en vie de classe, il y a, ce qu'on a prévu de faire et ce que les élèves vont nous apporter. Donc en fait, parfois, c'est des situations qui vont être, vraiment, complexes et qui peuvent nous mettre en difficulté. Ouais. Dans ce cas-là, bah, il va vraiment falloir apprendre à prioriser, identifier ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Apprendre à prendre du recul, surtout, ne pas, se précipiter sur des décisions, qui ne seront pas forcément, bénéfiques pour, les élèves. Donc Tu aurais un parfois exemple de situation où, il est important justement de prendre de mettre à distance et de dire: «Oh là là, là je serais tentée de rentrer en réaction et de faire quelque chose et non, il est urgent de ne pas agir». bah, j'ai 2 exemples qui, ressortent quand même assez souvent. Ça va être, bah, un tel, m'a embêté, dans les vestiaires en EPS. Bah, il y avait pas de prof, donc il y a personne pour, juger de ce qui s'est passé. Ou alors, avec, tel professeur, il s'est passé ça, voilà. Et en fait, je trouve que c'est des situations où on peut pas juger, sur la parole d'une seule personne.
c'est vrai. Il va falloir qu'on en discute avec, l'autre partie, donc soit un autre élève, soit le professeur en question et puis qu'on prenne le temps, en fait, de comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, quand un élève vient nous voir en nous disant, «On m'a embêté dans les vestiaires, en EPS», on est tout de suite, tenté, de le Oui. défendre et de, directement sanctionner, l'élève, concerné. Ben, en fait, parfois, c'est pas si simple et puis, il y a eu d'autres choses avant et puis, voilà. Donc il y a vraiment ces situations-là, je trouve, où il faut vraiment prendre du recul. Mmh. Et toi, tu t'es outillée comment par rapport à ça? Parce que je trouve que c'est un sacré truc que d'avoir une parole juste, d'avoir, une pensée claire. C'est quoi qui structure ta «méthode» entre guillemets? Bah, alors déjà, j'ai pas du tout l'impression d'être, juste à 100 hein. Parfois, je vais, réagir, sur le coup et effectivement, je vais prendre la défense, de tel élève qui finalement méritait peut-être pas toute mon attention, ou alors je vais me précipiter, dans la sanction ou dans les reproches sur un élève et il fallait pas. Donc il faut savoir, aussi, revenir en arrière, s'excuser, dire qu'on a réfléchi. Il y a pas, d'outils en particulier, on n'a pas vraiment reçu de formation, pour, gérer nos élèves. Donc je dirais que c'est plutôt, l'expérience en fait, à force de discuter avec eux, de gérer ces situations-là. On apprend en fait à le faire, on apprend à jauger, on apprend à réfléchir et je trouve qu'il y a une grosse difficulté qu'on peut avoir en tant que prof, c'est de, nous-mêmes avoir un effet miroir sur ces situations d'élèves où en fait ça va nous rappeler comment nous on était au collège. Nos propres dangers, nos propres, peurs à nous et beh, ça peut nous faire surréagir parce que c'est nos blessures d'ado qui sont encore là et ça, je trouve que c'est vraiment dur, en fait, d'apprendre à le gérer, à le maîtriser. Mais c'est vrai, tu as raison. C'est que très vite, on peut se projeter à la place de la personne, qui nous livre, quelque chose. OK, ça, c'est les situations, sur lesquelles il faut prendre du recul et finalement dire: «Stop, je le prends en compte, mais il me faut un petit temps, pour avoir toutes les informations qui permettront de prendre une décision juste par rapport à ça». Et il y a d'autres situations que tu vas prendre à chaud, que tu vas prendre à bras le corps. Lesquelles et comment? Bah, les situations où il y a un danger immédiat. Alors je mets «danger» entre gros guillemets parce que, tant que c'est pas un danger physique, on a quand même un petit peu de temps. Je dirais par exemple, en avis de classe, à 11h30, une élève arrive en pleurs en me disant, «Je me suis fâchée avec mes copines, de toute façon ce midi je n'irai pas manger». Bah si, dans une demi heure, tu vas aller au self et on va trouver une solution pour que tu puisses manger. Ça c'est vraiment des choses où, on n'a pas le choix, il va falloir, réagir, tout de suite. Ou alors, untel ne veut pas rentrer dans la classe, parce que, elle a été moquée sur le cours, d'avant et elle veut plus du tout avoir affaire aux autres élèves. Bah, ça, c'est vraiment des situations où il va falloir, agir, vite, ou ça peut être, bah, tout simplement les moments où nous, on est témoins de ce qu'il se passe. Si, on voit des moqueries, des choses comme ça, c'est des sujets qu'on peut pas laisser, passer et il faut réagir, tout de suite. Mmh. Oui, ce que tu disais, dans les petites questions rafales du début, c'est que pour toi, il y a aucun sujet à ne pas aborder. C'est-à-dire que tout ce qui tout ce qui peut permettre, le vivre ensemble et le respect des individus doit être abordé. Mmh, complètement. Mmh. Et toi, là aussi, est-ce que tu as des outils favoris, des méthodologies, particulières où tu t'es créé ça, avec ta personnalité et avec l'expérience? Je crois que j'ai vraiment créé ça, avec ma propre personnalité. J'ai essayé, hein, des outils, qu'on a pu me donner, par exemple, les faire écrire et puis après, lire, après le cours ce qu'ils ont pu écrire, des choses comme ça et je trouve que c'est pas si probant que ça. Moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment, s'il y a un élève ou 2 vont avoir des problèmes, je m'assois avec eux, à leur niveau. Je reste pas sur mon bureau, je m'assois vraiment, avec eux à table, sur, leur chaise à eux et vraiment leur discuter et être honnête, en fait, dans mes émotions, et dans les leurs. Par exemple, si moi j'ai été, choquée par une réaction d'élève, en fait, je vais leur dire que, cette situation-là, moi ça m'a vraiment marquée et que je comprends que tel élève puisse avoir de la peine, que c'est normal, qu'ils ont le droit de ressentir ces choses-là. J'essaye de pas, minimiser et de pas, cacher leurs émotions. Mmh. Oui, tu les valides dans ce Oui, qu'ils vivent complètement. et ensuite tu leur demandes, enfin tu leur proposes de prendre du recul, tu leur proposes, une manière de réfléchir,
mais d'abord tu valides ce qui Mmh, a été vécu. complètement. Mmh. Mmh. Et comment tu fais pour, je reprends ton exemple, d'une élève qui veut pas rentrer parce qu'elle s'est fait moquer. Tu gères ça qu'avec elle ou vraiment à chaque fois tu essayes d'en faire une expérience collective? Bah, je lui demande en fait. Parfois, cette élève, elle va pas du tout avoir envie qu'on en discute avec la classe parce que, pour l'instant, elle est pas capable ou parce qu'elle a d'autres, moyens de gérer ce qui s'est passé et parfois cette élève va me dire: «Bah, il y a, uniquement ces élèves-là, j'accepte qu'on les rencontre, tous ensemble» ou alors, «J'aimerais que vous parliez à la classe mais sans moi» ou alors «J'aimerais que vous parliez à la classe avec moi». En fait, c'est un peu D'accord, les élèves qui choisissent, OK. la manière dont ils ont envie qu'on gère le problème. Mmh. OK. Hem Et quand tu sais pas faire, tu Mmh. fais quoi? Bah, je leur dis. OK, voilà. Mmh. Tu parles d'honnêteté, mais c'est ça, Ouais. là, je suis déroutée, je ne sais pas, Mmh. laissez-moi réfléchir, enfin, C'est ça. c'est J'ai OK, besoin tu de réfléchir, je vais en discuter avec d'autres collègues, on en reparle, un petit peu plus tard. Si c'est pas une situation d'urgence, les élèves, l'acceptent, complètement et surtout j'hésite pas aussi à déléguer. On a, notre vie scolaire, qui fonctionne vraiment très bien, on a la direction et parfois, bah, moi j'ai pas la solution ou en tout cas j'ai pas le pouvoir nécessaire pour maîtriser une situation et donc, bah, j'hésite pas à déléguer. ouais, mais je retiens une chose, c'est en fait l'honnêteté. Quelque chose de très honnête, c'est que, ben, soit ça m'affecte trop et je ne suis pas en mesure, de vous accompagner, soit je sais pas du tout quoi faire et je vous propose soit de prendre du temps, soit, de déléguer à quelqu'un qui saura peut-être mieux faire que moi et finalement nos élèves, c'est ce à quoi ils sont très sensibles, non? Notre Ouais, honnêteté? je pense. Mmh. Mmh. OK. On a vu, hein, projet bien enfin le projet, le fil conducteur, les les, comment dire? Les commandes liées à la vie, de l'établissement et parfois, on a des demandes institutionnelles. Alors je vais penser peut-être, on en a une il n'y a pas longtemps, hier je crois, dans nos établissements, une minute de silence. On peut avoir des demandes institutionnelles. Comment on se dépatouille avec ça? Alors, le problème de ces demandes, c'est que parfois, elles sortent un petit peu de nulle part. Il y a évidemment, tout ce qui va être lié à un fait d'actualité, les minutes de silence notamment qui sont, vraiment importantes, et qui vont, permettre de rendre hommage à certaines personnes. Ça, bah, on le fait. Alors on peut se dire, «C'est 1 minute», mais en fait, c'est pas, 1 minute. C'est, aussi une discussion avant, c'est aussi une discussion, après et donc, bah, dans ces cas-là, bah, on essaie de se renseigner, on discute entre collègues, et puis, on essaye, de d'avoir suffisamment de bagages pour répondre à leurs questions. Parce que alors des questions, ils en ont, mais, toujours. Parfois, très crues, parfois, totalement, hors de ce que nous, on imagine et là, il faut quand même, être capable, d'improviser pour, réussir à leur répondre. Donc c'est vraiment, je pense, la pratique, mais aussi, s'informer, en fait. Savoir ce qui s'est passé pour être capable, parfois d'éliminer, certains préjugés, parfois d'éliminer certaines rumeurs, des choses comme ça. Donc ça, c'est important et puis parfois, il y a des demandes qui sont pas du tout prévisibles. Par exemple, on va apprendre, le dimanche que dans la semaine, il faut qu'on fasse, 1 heure sur le harcèlement, en classe. Bah, on fait ce qu'on peut et dans mon collège, on a un parti pris où ça nous arrive en fait de décaler. On comprend la demande, OK, on va faire 1 heure sur le harcèlement, mais bah, on préfère faire les choses bien, dans un contexte où les élèves vont être vraiment réceptifs et dans ce cas-là, bah, tant pis, on la fait pas, en même temps que, les autres à échelle nationale. On propose sur un temps décalé et au moins on aura eu le temps de mûrir quelque chose et de proposer une vraie séance, quoi. Mmh. OK, parfait. Merci beaucoup pour toute cette réponse. J'ai, 2 dernières, questions. Est-ce que tu aurais une lecture, d'un bouquin sur l'heure de vie de classe, sur la gestion, de groupe, qui vraiment t'a inspiré et a inspiré tes pratiques d'heure de vie de classe? Alors j'ai pas de, livre pédagogique comme on l'entend. Par contre, il y a quelques années, j'ai lu, Chagrin d'école de Pénac
Et en fait, je crois que ce livre m'a vraiment, retournée et m'a vraiment fait prendre conscience, de certaines choses. Moi, au collège, j'étais, une bonne élève, enfin, j'avais pas de problème, particulier et c'est vrai que quand on a été bon élève, c'est difficile d'être, un prof, comment dire? Adapté à ses élèves plus en difficulté. Ouais, Ça demande, complètement. une manipulation, pour comprendre comment ils fonctionnent, pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas et en fait, je trouve que ce livre, Chagrin d'école, en le lisant, j'ai réussi à me mettre à la place de ces élèves, qui galèrent, en fait, tous les jours, qui viennent au Mais collège, ouais. sans aimer ça, qui, reçoivent, des reproches, qui reçoivent des mauvaises notes et donc je crois que ce livre, je conseille vraiment à tous les nouveaux profs de le lire. Mmh. Mmh. Génial. Une belle claque, oui, je je te l'accorde et dernière question très pratique, on dirige où nos auditeurs et auditrices, qui auraient envie, de suivre, ce que tu fais? Alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle, Flaubert& Co et j'ai aussi un blog, du même nom sur lequel je propose, donc tout ce qui est en lien avec ma matière, le français. Mais je partage aussi, beaucoup de choses pour, la vie de classe, pour, travailler avec sa classe, sur, l'ambiance, sur l'orientation, sur toutes ces choses. Donc j'essaye de mettre des outils, de temps en temps en ligne, donc on peut me retrouver sur ces, 2 plateformes. Merci beaucoup. Avec plaisir.